basée sur des faits réels. Elle croyait son mari mort jusqu'au jour où elle l'a vu avec une autre femme. Élise vivait depuis des années sous le poids d'un deuil qui ne la quittait jamais, entourée de photos et d'objets qui lui rappelaient chaque instant passé avec Antoine. Elle avait accepté, peu à peu, que la vie continue sans lui, même si son cœur refusait d'obéir. Les jours se succédaient dans une routine douce amère, entre souvenirs et petites tâches pour ne pas sombrer. Pourtant, au fond d'elle, une part d'espérance restait, fragile comme une bougie dans le vent. L'accident qui avait emporté Antoine avait été présenté comme définitif. Rapport, pompiers, constat. Les voisins, les collègues, la presse locale, tout semblait enchaîné à une réalité écrite et scellée. Le cercueil, les fleurs, les condoléances. Élise avait traversé cette procession comme une ombre, incapable de croire entièrement à la disparition. Les questions qu'elle portait restaient sans réponse palpable, enfouies sous la froideur des documents officiels. Les nuits furent longues et pleines de façons de se souvenir. Elle lisait encore ses lettres, humait ses chemises, retrouvait dans chaque coin de la maison un peu de lui. Certains soirs, une voix lui semblait appeler au loin, puis le silence revenait, lourd et implacable. Les amis la pressaient de continuer, de se reconstruire, mais l'idée même d'un futur sans Antoine creusait en elle un abîme. Elle regardait les jours passés comme on compte les battements d'un cœur affaibli. Un après-midi, poussée par un mélange de curiosité et d'une envie de respirer, Élise décida de sortir plus loin qu'à l'accoutumée et d'aller au marché animé de la ville voisine. Elle errait entre les étals, absorbant les bruits et les odeurs, essayant de sentir à nouveau la vie sous ses pas. À un moment, elle s'arrêta devant la vitrine d'un café pour reprendre son souffle et regarder la rue. Ce qu'elle vit alors traversa son âme comme un éclair, une silhouette familière qui avançait, tranquille, dans la foule. Son cœur se serra comme si on l'étranglait. Elle crut d'abord à une hallucination, mais la démarche, l'attitude, la façon de porter la tête étaient bien là, impossible à confondre. L'homme tenait la main d'une femme plus jeune, il riait, complice, complètement insouciant de la vie qu'Élise avait cru s'effondrer. Elle sentit le monde se retirer de dessous elle et dut s'appuyer contre la vitrine pour ne pas tomber. La douleur fut aiguë, on l'avait privée d'un tombeau, et voilà qu'on lui présentait la vie qu'on lui avait arrachée. Plutôt que se précipiter, Élise resta cachée dans l'ombre, observant chaque geste, chaque sourire entre eux, incapable d'intégrer la réalité qui se déroulait devant ses yeux. Suivre Antoine sans se faire voir devint sa seule obsession. Elle se mit à noter les horaires, les bars qu'il fréquentait, la rue où il entrait. La peur d'être ridicule la retenait, mais la force du besoin de vérité la poussait en avant. Chaque micro-découverte devenait une étincelle qui alimentait un brasier de colère et de peine. Elle hésitait à alerter quelqu'un, craignant d'être prise pour folle. Comment expliquer que son mari, déclaré mort, vivait désormais sous un autre nom et la main dans la main avec une autre? Les souvenirs de l'annonce officielle lui revenaient en flash, les visages graves, la paperasserie, le consentement contraint. Plus elle rassemblait d'éléments, moins les pièces semblaient s'emboîter. Cette dissonance la consumait de l'intérieur et l'empêchait de retrouver un sommeil apaisé. Un soir, elle suivit Antoine jusque dans un quartier résidentiel et l'observa entrer dans un immeuble modeste où plusieurs boîtes aux lettres portaient des étiquettes différentes. Elle vit clairement un nom qui n'était pas le sien attaché à la porte, un petit indice qui confirmait ses pires soupçons. Antoine utilisait une autre identité. Son ventre se noua. Chaque petit signe était désormais une preuve qui la rapprochait d'une vérité insupportable. Elle comprit que la fuite n'était pas une simple erreur administrative, mais une construction volontaire. L'angoisse prit le pas sur la paralysie. Si Antoine avait choisi de disparaître pour reconstruire ailleurs, qui l'Y avait aidé? Était-ce une décision personnelle, une manipulation, ou pire, un mensonge imposé par d'autres forces? Elle sentit la nécessité de se préparer, d'observer méthodiquement, d'accumuler des éléments avant d'agir. L'idée de confronter sans preuve la faisait trembler. Elle savait qu'il valait mieux attendre l'instant où la vérité serait indéniable. Dans la solitude de sa chambre, elle prit un carnet et nota les jours, les lieux, toute information utile, se forgeant peu à peu un plan discret. La colère se muait en résolution. Elle n'allait pas rester spectatrice d'une trahison silencieuse. Chaque nom inscrit, chaque heure consignée était un petit pas vers la lumière. Elle se coucha tard, le cœur en feu, décidée à ne plus subir l'histoire sans la comprendre. Les jours suivants, Élise multiplia les veilles à distance, apprenant les rituels du couple clandestin comme on apprend un chemin secret. Elle découvrit qu'Antoine travaillait sous un pseudonyme dans une boutique d'antiquités et qu'il s'absentait souvent pour de courts voyages.
Ces indices finirent par former une image insuffisante mais troublante. Il menait une double vie, enraciné dans des choix qu'il n'avait pas partagés. L'amertume d'Élise se transforma en détermination froide. Une après-midi, elle réussit à récupérer une publicité locale où figurait un nom lié à la boutique. Elle prit une photo et la compara aux archives qu'elle puisa en mairie. L'enquête personnelle commençait à prendre forme. Anciens articles, listings, adresses, tout devint champ de recherche. Elle sentit l'adrénaline d'un détective amateur la traverser, tordue par l'émotion d'antan. Petit à petit, les pièces du puzzle remontaient à la surface. En fouillant les registres, elle trouva une incohérence. La déclaration de décès portait une signature différente de celles habituelles, et certains documents manquaient d'une page ou étaient annotés de façon étrange. La certitude qu'on lui avait caché quelque chose devint plus qu'une intuition. C'était une accusation silencieuse portée contre un système ou contre des personnes précises. Elle ressentit tout à la fois la tristesse d'avoir été trompée et la colère d'avoir été privée de son droit à la vérité. Une nuit, en revenant d'une de ses filatures, Élise aperçut Antoine au coin d'une rue, échangeant un baiser furtif avec la jeune femme. L'image lui parut irréelle, comme un couteau qu'on enfonce lentement. Elle resta immobile, incapable de crier, comme si crier aurait scellé un nouveau mensonge. Cette vision cimenta sa décision. Il lui faudrait un affrontement, mais elle le voulait préparer, juste et sans équivoque. Le chapitre se referme sur sa résolution. Élise, le carnet serré contre sa poitrine, décide qu'au lendemain elle le suivra jusqu'au lieu où il passe ses soirées et exigera des réponses en public si nécessaire. La peur persistait, mais la volonté était plus forte. Elle savait que la vérité, même terrible, ne pouvait plus lui être volée. Alors que la lune baignait la rue de sa pâleur, elle se promettait de faire tomber les masques, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Élise se leva avec une énergie étrange, mélange d'angoisse et de courage, comme si toute sa vie l'avait préparée à ce moment. Elle choisit des vêtements sombres pour ne pas se faire remarquer et prit son carnet rempli de notes. Chaque détail inscrit lui donnait l'impression d'être armée contre le mensonge. Son cœur battait fort, mais son esprit restait clair. Aujourd'hui, la vérité ne pouvait plus être retardée. Elle suivit Antoine depuis la boutique d'antiquités jusqu'à un petit café du centre-ville, toujours accompagnée de cette femme qui semblait partager avec lui une complicité sans nuage. Assise à une table voisine, Élise notait chaque geste, chaque mot entendu par fragments. Elle remarqua la tendresse des regards, les rires partagés, la main posée sur l'épaule. Plus elle observait, plus la blessure en elle devenait une plaie ouverte. Mais derrière la douleur, un autre sentiment commençait à naître, une froide lucidité. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas se contenter d'assister à ce spectacle déchirant sans agir. Si elle restait spectatrice, elle finirait par s'éteindre à petit feu, rongée par l'amertume. Alors, elle décida que l'heure de la confrontation approchait. Elle ne savait pas encore comment ni où, mais le moment devait être imminent. Dans l'ombre, elle se demanda si Antoine avait jamais pensé à elle durant toutes ces années. Avait-il imaginé ces nuits de larmes, ces journées vides, la vie qu'elle croyait brisée? Avait-il seulement un remords, une hésitation avant de disparaître? Ses pensées l'assaillaient comme des éclairs, et plus elles s'accumulaient, plus la colère se transformait en carburant pour affronter la vérité. La journée s'écoula dans cette tension. Élise suivait discrètement le couple, se déplaçant d'un trottoir à l'autre, se glissant entre les passants. Elle ne se sentait plus comme une veuve en deuil, mais comme une enquêteuse cherchant à mettre fin à une mascarade. Chaque pas la rapprochait du moment où elle croiserait son regard, où il ne pourrait plus se cacher derrière l'ombre de sa propre disparition. Le soir venu, Antoine et la jeune femme s'arrêtèrent dans un restaurant discret, aux lumières tamisées. Élise entra quelques minutes plus tard, le cœur battant, et demanda une table à l'écart. De là, elle pouvait les voir sans être vue. Le contraste entre son angoisse et la légèreté de leur rire lui donna la nausée. C'était comme regarder une pièce de théâtre où elle n'avait jamais été invitée à jouer. Elle ferma les yeux un instant et inspira profondément. Elle savait qu'il fallait choisir le moment avec soin, ni trop tôt ni trop tard. Un geste maladroit pourrait tout faire basculer et le replonger dans le mensonge. Mais un silence de plus prolongerait son supplice sans fin. Entre ces deux abîmes, il ne restait qu'un fil tendu sur lequel elle devait marcher. Lorsque la jeune femme se leva pour aller aux toilettes, Élise vit son occasion. Antoine resta seul à table, feuilletant distraitement le menu. C'était l'instant attendu depuis des jours. Tremblante, elle se redressa, fit quelques pas et s'arrêta juste devant lui. Le bruit de ses propres battements de cœur couvrait presque les sons du restaurant. Antoine leva les yeux, d'abord surpris,
puis complètement figé. Son visage pâlit comme s'il avait vu un fantôme revenu d'entre les morts. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun mot ne sortit. Élise, elle, sentit une force inattendue l'envahir. Elle n'était plus victime, elle était témoin, juge et mémoire vivante de tout ce qui avait été effacé. Le temps semblait suspendu autour d'eux. « Tu croyais que je ne découvrirais jamais la vérité » murmura-t-elle, d'une voix ferme, presque glaciale. Ses yeux le fixaient sans détour, brûlant d'années de douleur contenue. Antoine resta muet, la gorge serrée, incapable de trouver une explication. L'instant tant redouté était arrivé, et aucune fuite n'était possible désormais. La jeune femme revint à table à ce moment-là, stupéfaite de trouver Élise debout devant Antoine. Son regard passa de l'un à l'autre, cherchant à comprendre l'étrange tension qui emplissait l'air. Élise, sans quitter Antoine des yeux, annonça calmement « Je suis sa femme », celle qu'il a laissée derrière lui, croyant pouvoir effacer son passé. Les mots tombèrent comme des pierres dans un silence glacé. Antoine tenta un geste, un mot, mais rien ne sortit. Sa compagne, interloquée, recula légèrement, comprenant qu'elle n'était pas seulement face à un secret, mais à un mensonge monumental. Élise sentit ses jambes trembler, mais son esprit restait lucide. Il fallait aller jusqu'au bout. Elle ne pouvait plus se contenter de demi-vérités. Le restaurant entier semblait retenir son souffle. Quelques clients curieux tournaient la tête, sentant la tension explosive. Élise se pencha légèrement vers Antoine et murmura, avec une douleur mêlée de force, « Pourquoi m'as-tu condamnée à vivre comme une veuve alors que tu respirais encore ?» La question vibrait comme une lame invisible. Antoine baissa les yeux, incapable de soutenir le regard. Les minutes qui suivirent furent lourdes, presque insupportables. Élise comprit qu'aucune explication ne pourrait réparer l'abîme créé, mais au moins, la vérité avait éclaté au grand jour. Elle n'était plus seule à porter ce fardeau. Désormais, chacun voyait la réalité qu'il avait cachée. Et dans ce dévoilement, elle retrouva une part de sa dignité perdue. Avant de quitter le restaurant, Élise se tourna vers Antoine une dernière fois. Sa voix, claire et tremblante à la fois, résonna comme une promesse. « Tu m'as enterrée vivante dans un mensonge. Mais moi, je choisis de vivre dans la vérité. » Puis elle se détourna, marchant vers la sortie avec la certitude douloureuse mais libératrice d'avoir brisé la chaîne invisible. Les jours qui suivirent furent étranges pour Élise. Après avoir brisé le silence, elle se retrouva face à un vide immense. Pendant toutes ces années, sa vie avait été une prison construite par Antoine. Désormais, les murs s'étaient écroulés, mais il ne restait que des décombres à ses pieds. Chaque matin, elle devait apprendre à respirer sans l'ombre de son mensonge. Elle commença par reprendre de petites habitudes qu'elle avait perdues. Boire son café en terrasse, marcher dans les rues de son quartier sans craindre les regards, sourire timidement aux voisins. Ces gestes simples devenaient des symboles de renaissance, de petites victoires invisibles. Pourtant, la douleur restait vive. Chaque coin de la maison lui rappelait l'absence, chaque objet portait encore la trace d'Antoine. Mais au lieu de fuir ses souvenirs, Élise choisit de les affronter. Elle s'assit souvent devant la fenêtre, laissant les larmes couler, mais sans se cacher, comme pour nettoyer son âme. Elle reprit aussi contact avec d'anciennes amies qu'elle avait perdues de vue. Certaines l'avaient cru disparue, d'autres avaient pensé qu'elle avait choisi l'isolement. Retrouver ses voix du passé fut difficile, mais nécessaire. Elles lui rappelèrent qu'elle n'était pas seule, que son histoire pouvait être entendue. Chaque soir, elle écrivait dans un journal intime. Pas pour se plaindre, mais pour se souvenir. Elle voulait laisser une trace écrite, une mémoire personnelle qui ne pourrait plus jamais être effacée. Ces mots devinrent son refuge, une preuve silencieuse qu'elle existait et qu'aucune trahison ne pourrait la réduire au néant. Avec le temps, Élise décida de reconstruire son identité autrement. Elle suivit un cours de peinture dans le centre culturel de son quartier. Devant la toile blanche, elle déposa ses blessures en couleurs, ses douleurs en traits. Ce fut libérateur, comme si chaque coup de pinceau effaçait un peu du poids qu'elle portait. Elle apprit aussi à voyager seule. D'abord une petite excursion dans une ville voisine, puis des séjours plus longs. Dans chaque gare, chaque hôtel, elle retrouvait une part de liberté. Voyager sans rendre de compte à personne devenait un acte de courage, un défi au passé qui avait tenté de l'effacer. Malgré cette force retrouvée, des nuits sombres persistaient. Parfois, en fermant les yeux, elle revoyait le regard d'Antoine au restaurant, ce mélange de peur et de culpabilité. Mais au lieu de se laisser détruire par ce souvenir, elle choisit de l'utiliser comme rappel. Plus jamais elle ne tolérerait le mensonge.
Élise comprit aussi qu'elle ne devait pas nourrir sa vie de rancune. Pardonner ne voulait pas dire oublier, mais se libérer du poids. Petit à petit, elle parvint à regarder le passé sans trembler, comme un chapitre douloureux mais terminé. Ce fut un long processus, mais c'est ainsi qu'elle regagna sa paix intérieure. Ses proches, étonnés par sa transformation, la virent renaître. Certains disaient qu'elle avait vieilli plus vite à cause de la douleur, mais qu'elle portait désormais une beauté nouvelle, celle de la résilience. Sa dignité brillait plus fort que n'importe quel éclat de jeunesse perdue. Au fil des mois, Élise décida de partager son histoire publiquement. Elle assista à des conférences sur la reconstruction personnelle et raconta son témoignage. Beaucoup furent bouleversés. Ils découvraient une femme qui avait été enterrée vivante dans un mensonge, mais qui avait trouvé la force de ressusciter. Son récit devint une source d'inspiration. Des personnes qui avaient elles aussi subi des trahisons, des disparitions ou des manipulations vinrent la remercier. « Grâce à vous, je sais qu'on peut survivre », lui disait-il. Ces paroles donnaient un sens nouveau à sa douleur. Elle n'avait pas souffert en vain. Mais Élise savait que la plus grande victoire ne se trouvait pas dans les regards admiratifs, mais dans le fait de pouvoir se regarder elle-même dans le miroir. Chaque matin, elle se voyait plus forte, plus entière, débarrassée des chaînes invisibles. C'était là son triomphe véritable. Elle choisit de ne plus définir sa vie par ce qu'Antoine lui avait pris, mais par ce qu'elle avait reconstruit. Désormais, elle marchait avec une détermination tranquille, portant son passé comme une cicatrice visible mais qui ne l'empêchait plus d'avancer. Elle n'était plus victime, mais témoin de sa propre renaissance. Et vous, que feriez-vous si la personne que vous aimiez le plus vous effaçait de son monde? Auriez-vous la force de vous relever comme Élise? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire vraie. Et souvenez-vous, parfois, c'est au cœur de la trahison que naît la plus grande liberté.